Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% Paddock. Aujourd'hui, on va revenir sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le tracé d'Imola, un très très beau Grand Prix qu'on a eu ce week-end. Et la chance d'avoir Fabio autour de la table qui était présent sur place et qui va pouvoir nous apporter plein d'éléments que nous, spectateurs à la télé, on n'a pas vu. Colapinto a déçu ce week-end, Ferrari a fait l'exploit et Marc, l'exploit a tempéré quand même, et Max a été narquois, resté accroché car ce week-end ne nous a pas du tout épargné. Et Victor, c'est toi qui commences. D'abord avec nos jeunes, tu nous parles de Formule 2. Oui, en Formule 2, ce week-end, on a connu plusieurs polémiques au niveau des drapeaux jaunes, des drapeaux rouges. La première, le vendredi, lors des qualifications, où un drapeau rouge a été causé par l'accident de Kousmeini, il me semble, qui a causé un drapeau rouge à 6 minutes de la fin de la qualification. Donc tous les pilotes se disent, bon, on va rester dans la voiture, il reste encore 2 tours rapides à faire. Et là, la FIA annule la fin de la qualification. Donc tout le monde, personne ne comprend finalement ce qui se passe. Sami Miguetouni, en conférence de presse, au micro de Canal+, s'est senti dégoûté de cette annulation de qualification. Il n'a pas pu faire de tour rapide. Finalement, Victor Martins, l'autre français, s'élance troisième. Meguetouni, donc, qui a été piégé, est par 16e. Et Verschoor, leader du championnat, est seulement 19e. Le lendemain, lors de la course sprint, pas grand-chose se passe. L'Américain Jake Crawford s'impose devant Arvid Lindblad et Luke Browning. Martins termine quatrième. Et après ce podium du samedi, est-ce que Victor Martins peut espérer de belles choses pour la course principale du dimanche? Oui, pour la course principale, il vise tout simplement la victoire. Il faut qu'il remonte en championnat, il faut qu'il inscrive des gros points. Mais lors de la course principale, déjà, on a le calage de Montoya sur la grille. Il devait partir deuxième, donc il cale au moment de s'élancer pour le tour de formation. Victor Martins, donc lui, part troisième. Il se retrouve finalement deuxième. Mais il cale lui aussi au moment de s'élancer dans des drapeaux verts. Il repart finalement dernier avec un tour de retard. Alex Dune, à la fin de la course, remporte sa deuxième course de la saison. Le jeune Irlandais s'empare de la tête du championnat. Victor Martins est le huitième. C'est quand même une désillusion au début de saison. Ouais, comme tu l'as dit, désillusion pour Victor Martins. Il reste quand même pas mal de courses, donc le pilote français pourra se rattraper. On bascule niveau F1 maintenant, Margot, avec toi. On reste sur la journée du samedi, à l'aube de ce week-end, et tu nous parles de la qualification. Et oui, Paul, pour Oscar Piastri à Imola, l'Australien claque un très beau tour et devance Max Verstappen de seulement 34 millièmes. George Russell crée la surprise et s'invite à la troisième marche, juste devant Lando Norris, moins tranchant dans l'ultime run. Mais ces calices n'ont pas vraiment eu le temps de s'installer. Deux drapeaux rouges coupent tout élan. D'abord, c'est Yuki Tsunoda qui part violemment contre les barrières à l'entrée de la chicane de Jacques Villeneuve. Sa RB21 est détruite, mais le japonais s'en sort sans blessure, heureusement. Quelques minutes plus tard, Franco Colapinto en Alpine, lui aussi, perd le contrôle dans le même secteur et termine dans le mur. Le reste du top 10, lui, est mené par Fernando Alonso, surprenant en cinquième place. Les Williams, elles, confirment leur bonne performance en ce début de saison avec Sainz 6e et devant son coéquipier Albon. La deuxième, Aston Martin de Stroll, est 8e devant nos Français Hadjar et Gasly. Et Ferrari dans tout ça alors à domicile. Eh ben, c'est un désastre. Leclerc et Hamilton échouent en Q2. Ils se qualifient seulement 11e et 12e respectivement. Première fois depuis un an que Ferrari ne passe pas en Q3. Il n'a aucune monoplace. Le public est sous le choc et les pilotes, eux, sont très frustrés. Donc des qualifications réussies pour certains, manquées pour les autres, et c'est ce qu'on va voir avec l'analyse de la course. Fabio, c'est toi qui débutes en nous parlant du départ, qui n'était pas vraiment mouvementé, mais qui a été marqué par un élément en particulier. Et oui, au départ, on s'attendait un petit peu tous à peut-être une situation assez tendue. On a Piastri qui part premier, qui prend souvent des bons départs. Verstappen deuxième, on le connaît très agressif à chaque fois au départ. Russell troisième et Norris quatrième. Alors au départ, Piastri prend très bon en vol. Il part bien, il ne patine pas trop. Derrière Verstappen, c'est plus compliqué. Le néerlandais patine, a du mal à partir. Et il voit Verstappen, il voit Russell arriver derrière lui dans ses rétros et venir se caler juste derrière Norris. Là, on se dit tous un petit peu dans les tribunes que personne va dépasser. Sauf qu'au virage 1, Verstappen tente l'extérieur et il dépasse sur un Norris un petit peu mou qui a freiné peut-être un petit peu tôt. Russell s'en est d'ailleurs un petit peu plein à ce moment-là. Et en fait, du coup, Verstappen prend la première place à ce moment-là et il s'envole très rapidement puisqu'après un tour, il a déjà plus d'une seconde d'avance.
et Piastri n'est plus dans la zone DRS. À noter aussi le très bon départ de Leclerc qui a pris 2 positions, une au départ sur Hadjar et une un petit peu plus tard sur Gasly qui a fait une petite erreur qui est parti dans les graviers. Et après donc ce dépassement audacieux de Max Verstappen, est-ce qu'il y a eu un peu de grabuge ou de nouveaux dépassements dans les tours qui ont suivi? Verstappen a commencé directement à creuser l'écart après ses premiers tours, à vraiment se distancer. Russell, lui, a perdu beaucoup de temps sur les 2 hommes de tête. Il s'est plaint notamment de problèmes d'usure de pneus sur ses pneus arrière. Norris a, lui, été très menaçant sur George Russell, a tenté une première fois de le dépasser, ça a fini assez limite dans l'herbe, puis il a finalement dépassé à l'extérieur dans la chicane de Villeneuve. Donc un très beau dépassement qui a assez enthousiasmé les tifosi dans les tribunes. Mais le problème, c'est qu'il avait déjà beaucoup de retard, 10 secondes sur Verstappen et à peu près 7 secondes sur son coéquipier Piastri. Louis, t'as pas encore parlé, donc je voudrais avoir ton avis. Est-ce que sur ce dépassement de Max Verstappen au premier virage sur Oscar Piastri, est-ce que l'Australien n'était pas un peu endormi? On a l'impression qu'il n'a pas senti venir Verstappen, qui certes était loin, mais il n'a pas non plus fermé la porte, il a laissé l'extérieur grand ouvert, et quand on laisse autant de place à Verstappen, on sait qu'il peut s'en mordre les doigts. Ouais, exactement. Ben, Fabio l'a bien dit, il était à l'intérieur, mais il s'est fait surprendre complètement. Il était, ouais, comme tu l'as dit, mou. Il s'est dit que il le voyait loin dans les rétros. Il s'est dit bon, il tentera jamais de me dépasser. Au final, il fait un dépassement juste inattendu. Et c'est ce qui change toute la course en fait. Et comme beaucoup l'ont dit, c'est un dépassement qui restera dans les annales et qui, pour le coup, est un dépassement école, en fait, dépassement comme ça par l'extérieur dans ce virage-là. C'est vrai qu'on voit plus dans ce sens-là que par l'intérieur, puisqu'on a l'intérieur pour le deuxième virage. Mais bah, comme on connaît Verstappen, être agressif au premier virage, c'est un peu toute son ADN. Ouais, il adore. Encore du grand Verstappen donc au démarrage. Et très vite, au bout d'une dizaine de tours, on a déjà eu des arrêts au stand. Victor, tu nous parles de ça. Il y a eu 2 stratégies en début de Grand Prix. C'est ça, donc pour revenir au départ, donc on a le top 11 qui s'élance en pneumatique medium, 4 pilotes en hard, dont Hamilton et Antonelli qui s'est lancé 12e et 13e. Donc pour rappel, les pneumatiques ont été un grand enjeu de ce Grand Prix. Ce week-end, les mediums, c'était les pneumatiques Pirelli C5, donc qui sont habituellement les softs sur la plupart des courses du championnat. Et cette fois, Pirelli a amené des pneus C6. C'est la toute première fois qu'ils étaient là, donc c'est les pneus soft. Donc ceux-là, ils se dégradaient vraiment énormément. Donc les premiers arrêts sont venus très tôt. Charles Leclerc s'est arrêté au 10e tour. Russell et Sainz l'ont suivi au 11e. Charles Leclerc est d'ailleurs passé devant les 2 pilotes grâce à un undercut bien exécuté et un très bel arrêt de Ferrari comme ils en ont l'habitude cette saison. Et on se dirigeait vers une stratégie à un arrêt. Et Piastri remet vite en question cette stratégie à la radio. Il questionne son équipe et il pense que cette stratégie ne va pas passer. Il s'arrête donc au 13e tour. Et à ce moment-là, la grille, elle est un peu coupée en deux. Oui, c'est ça. En fait, une partie de la grille se dirige vers une stratégie à 2 arrêts. L'autre conserve ses pneumatiques pour rallonger son arrêt et en faire qu'un seul. Les messages fusent à la radio, donc chez McLaren et Piastri, ou même chez Williams, on sent que la stratégie à un arrêt est finalement la meilleure. Norris était aussi un partisan de cette stratégie, mais il s'arrête finalement assez tôt, au 28e tour, et juste avant que la Virtual Safety Car sorte. Son rythme était encore assez bon, c'est plutôt surprenant de la part de McLaren de l'avoir arrêté. Et finalement, il se fait avoir à cause de la Virtual Safety Car qui intervient. Tu l'as introduite, la voiture de sécurité virtuelle. Louis, 3e point dans notre analyse de la course. Tu nous en parles et elle est survenue après l'abandon d'Esteban Ocon. Au tour 29, premier événement, Ocon s'arrête pour problème mécanique. Il a dit dans la zone mixte, il s'arrête pour un problème de consommation d'air donc lié à son moteur. Donc la Virtual Safety Car est déclenchée. Donc évidemment, le grand perdant, c'est Norris qui s'est arrêté juste quelques secondes avant l'arrêt. Piastri aussi, qui s'est arrêté quelques tours plus tôt, perd une place sur Albon. Même chose pour Leclerc, qui s'est arrêté, qui voulait faire une stratégie sur 2 arrêts, qui s'est arrêté trop tôt évidemment, et qui a lâché d'ailleurs son petit commentaire après le déclenchement de la Virtual Safety Car. Et évidemment, c'est Verstappen qui en profite. Il arrive au bon moment dans les stands. Et après, tout le monde s'arrête au final. Albon, Hadjar, même Hamilton. Et puis c'est les opérations les plus importantes sont Albon et Hadjar qui repartent 3 et 5e. Et donc juste à préciser que c'est un gain de temps énorme, la VSC, entre 18 secondes à passer dans les stands contre 25 en course. Et là, à ce moment-là, on pense tous que la course est terminée et que Verstappen, avec ses 20 secondes d'avance, on le reverra plus. 20 secondes d'avance pour Verstappen, mais un nouvel événement a un peu tout changé. C'est l'abandon cette fois du local de l'étape. Andrea Kimi Antonelli, le malheureux rookie de Mercedes, et ça a donné lieu à une safety car et une fin de Grand Prix un peu bouleversée, Margot.
Oui, un grand prix, pardon, à nouveau relancé complètement par la safety car au 46e tour, avec donc, comme tu l'as dit, Marius, l'abandon d'Antonelli, pile au même endroit qu'Ocon précédemment. Cette fois, la direction de course sort, pardon, la vraie safety car. C'est un gros coup stratégique de nouveau pour Max Verstappen et Norris qui sautent sur l'occasion pour passer par les stands et mettre des pneus frais. Piastri et Leclerc, eux, n'ont pas cette chance et restent en piste avec des gommes déjà bien usées. À la relance, Verstappen est en tête du peloton. Les pilotes en position impaire, donc Verstappen, Norris, Albon et Hamilton, profitent des pneus frais et passent en mode attaque. Et Norris, qui était présent dans ce début de Grand Prix un peu à l'écart, il retrouve du rythme en fin de course. Et oui, Norris avec ses pneus neufs attaque et passe Piastri pour la deuxième place. Leclerc, lui, doit se battre avec Albon et son coéquipier Hamilton, tous les deux avec des pneus frais, et finit donc par céder dans les derniers tours. Au final, Verstappen s'impose avec près de 4 secondes d'avance sur Lando Norris, qui avait, comme j'ai déjà dit, passé Piastri. Hamilton, lui, fait une belle remontée et termine quatrième devant Albon et Leclerc. Ce dernier, lui, a souffert jusqu'au bout avec ses pneus complètement détruits. Merci Margot. Je voulais, avant qu'on passe aux deux faits majeurs qu'on a retenus, vous parler d'un petit événement et vous poser la question. On a vu McLaren, je l'ai trouvé un peu fébrile sur ce Grand Prix. Pourquoi ? Parce qu'on a fait arrêter Piastri au tout début. Alors certes, l'undercut était bon, mais la volonté c'était aussi de faire plonger Max Verstappen dans les stands, le forcer à s'arrêter. Ça n'a pas marché. Au contraire, il avait un bien meilleur rythme. On a ensuite fait arrêter Norris alors qu'il roulait au même rythme que Verstappen et il était plus rapide que Piastri qui était en pneu neuf et embourbé dans le trafic. Donc là encore un choix discutable. Des arrêts au stand qui ont été ratés, des pit stops à plus de 3 secondes, 3 secondes et demie. Et aussi plus de nouveaux trains de gomme disponibles pour Piastri en fin de Grand Prix, alors que Verstappen en avait un. Est-ce que McLaren, en tant qu'écurie, n'était pas vraiment au niveau ce week-end, a manqué de justesse et s'est montré un peu fébrile ? Qu'est-ce que vous en pensez, Victor et Fabio ? Moi, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'ils n'ont pas forcément réussi à maximiser les chances qu'ils avaient ce week-end. Parce que, alors oui, la Red Bull était très performante, mais la McLaren, comme tout le reste de la saison, ça reste la voiture la plus rapide. On l'a bien vu avec Piastri qui a fait la pole position. Et je trouve que oui, dans l'exécution de la course, dans la stratégie, même dans l'exécution du week-end en entier, il y a quelques petits points qui auraient pu être améliorés et qui en fait ont coûté beaucoup sur la course et ont coûté, je trouve personnellement, la victoire. Victor, quelle est ton analyse là-dessus ? Ouais, je suis plutôt d'accord. Tout le week-end, voilà, ils étaient un peu en difficulté et on voit que dès qu'il y a de l'adversité, c'est un peu difficile cette saison. Quand ça déroule, forcément ils sont là, il y a des bons arrêts, une bonne stratégie. Et dès qu'il y a un petit peu d'adversité, c'est un peu plus compliqué. Là, Red Bull a montré vraiment un bon duel. Donc McLaren s'est un peu perdu voilà, entre les arrêts, faire rentrer Norris un peu tôt. Et finalement, on dit que la chance se provoque. Là, c'est un peu inversé. Finalement, ils ont un peu provoqué la malchance, on peut dire. Donc voilà, c'est un week-end dans sa globalité un peu compliqué pour McLaren. Margot, Louis, on voit Red Bull qui certes avait une très grande performance, la voiture de Verstappen est très, très rapide, mais on voit une écurie qui se pose pas vraiment de questions. Verstappen, il y va au premier virage, ils mettent les nouveaux pneus quand il faut, ils sont calmes, sereins quand il y a la virtual safety car, quand il faut faire des arrêts au stand, alors qu'ils n'ont pas la meilleure performance. Est-ce que c'est pas ce qui manque à McLaren pour... Alors c'est plus simple quand il n'y a pas d'adversité, mais est-ce que c'est pas ce qui manque, ce calme, cette sérénité à McLaren pour faire face à l'adversité, pour encore être meilleur ? Moi, personnellement, je dirais presque qu'il y a trop de calme, peut-être, chez McLaren, parce qu'ils se intéressant. sentaient peut-être un peu à l'abri de la Red Bull. Après, Max Verstappen, ça reste un très grand pilote, donc on sait qu'il peut sortir ses performances, mais quand même, ce week-end, la Red Bull a quand même surpris parce que elle avait une bonne monoplace. La performance, quand même, était là, une vitesse quand même de pointe pas mal, surtout pour se défendre de la McLaren. Donc, je crois que c'est vraiment un manque d'attention de la part de McLaren de son voisin de sa voisine pardon qui reste quand même prête à l'attaquer. Et d'ailleurs, une performance pour Red Bull, Louis, je peux te lancer là-dessus aussi, comme on l'avait vu à Suzuka, au Japon, avec une piste très étroite, pas le droit à l'erreur, avec des virages rapides, un peu donc similaires, et la même performance de Red Bull et Verstappen qui gagne dans les deux cas. Oh ouais, non, mais de toute manière, là, juste Red Bull fait parler son expérience. Les 4 ans ils ont dominé pendant 4 années avec Verstappen. Juste McLaren revient au haut niveau.
C'est juste une question d'expérience. J'espère qu'ils vont apprendre de ce Grand Prix pour mieux rebondir. Mais Red Bull sait comment gérer ce genre de moment. Ils n'ont pas paniqué, même s'ils étaient en 2 contre 1 devant. Ils ont fait leur boulot et même que bon, la voiture était très bonne. Ils finissent même avec le meilleur tour en course, donc ils sont restés calmes et voilà, ça a payé quoi. Bon, merci. On passe au fait majeur. Fabio, je reviens vers toi. Et justement, on va parler de Max Verstappen et aussi de Red Bull. Et oui, Max Verstappen, il faut en parler dans ce Grand Prix. Incisif au départ, il creuse l'écart ensuite. Il n'a jamais été inquiété au final dans cette course. Il avait le meilleur rythme en course un petit peu avant la Virtual Safety Car. Il y avait un rythme équivalent, voire supérieur à celui de Piastri, qui s'était lui pourtant arrêté. Et après cette safety car, il avait plus de 20 secondes d'avance sur Norris. Il était à ce moment-là absolument Intouchable. intouchable. C'est ça, c'est le mot. Et en fait, là, on se demande bah, qu'est-ce qui peut arriver en fait au Néerlandais. Il a une gestion de gomme parfaite. Il a une très bonne relance avec la virtual safety car. Non, franchement, tout se passe très bien pour Max Verstappen. Après arrive la safety car pour le coup. Donc là, il perd au final toute l'avance qu'il avait eue. C'est bien pour nous, pour le spectacle, mais pour lui, à ce moment-là, ça pouvait causer quelques problèmes. Et finalement, il est très bien reparti à Rivazza avec cette safety car. Il a tout de suite distancé Piastri. Et Piastri, tout de suite, était un petit peu sous la menace de son coéquipier. Donc ça a été un petit peu chaud à ce moment-là. Mais Verstappen finit par s'imposer. C'est sa 4e victoire d'affilée à Imola. C'est une première. Mm. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc il maintient au championnat quand même cette pression sur McLaren. Il a seulement 9 points de retard sur Norris et 22 points sur Piastri. Donc en fait, quel début de saison quand même de la part du Néerlandais qui n'a pas la meilleure voiture une première fois depuis quelques années. Puis Verstappen, donc avec toutes ses qualités de champion du monde, de quadruple champion du monde qu'on lui connaît, mais qui peut aussi remercier son équipe qui a su faire le travail sur des points clés pendant ce Grand Prix. Et oui, comparé à McLaren, ils ont Et on osé. vient de le dire en plus. C'est Ouais. ça, ils ont osé Red Bull. Ils n'ont pas cédé à l'arrêt prématuré de Piastri pour tenter l'undercut qui était très puissant, on l'a vu avec Leclerc. Non, franchement, ils ont été calmes, sereins, sûrs de tout leur plan, toute l'organisation de course, même en finale avec cette virtual safety car et cette safety car. Et aussi, le point assez impressionnant, on peut en parler, c'est que Verstappen, au moment de la safety car, il avait encore un train de pneus neuf. Ce que les McLaren n'avaient pas. Piastri ne s'est pas arrêté à ce moment-là parce qu'il n'en avait pas. Et Norris s'est arrêté, mais pour mettre un train de pneus qui était déjà rodé. Donc en fait, une performance bien évidemment bien supérieure, donc intouchable, après la relance de la safety car pour les McLaren. Donc c'est quand même assez décisif tout ce qu'a pu mettre en place l'écurie pendant tout ce week-end, qui a permis d'offrir plus de sérénité, plus de simplicité dans la victoire de Max Verstappen Oui. ce dimanche. Parce qu'on aurait pu imaginer un Piastri peut-être un peu menaçant sur Verstappen s'il avait eu aussi lui un train de gomme neuf pour les derniers tours de course. On va pas réécrire l'histoire de ce Grand Prix, mais on aurait pu imaginer une confrontation entre les deux en fin de Grand Prix. Louis, C'est dommage. toi, c'est le deuxième fait majeur. On va parler des locaux, Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, qui ont fait d'abord mauvaise impression, puis qui ont su rebondir et qui ont montré un gros rythme. Ouais, ils ont montré un gros rythme. Bon, déjà, pendant les qualifications, on avait vu que bon, finir 11 et 12e, c'était pas. Presque une humiliation à Ouais, domicile. ouais, c'était un petit peu une honte. Mais ils ont su rebondir pendant ce Grand Prix. Et puis, ils ont surtout profité. Enfin, c'est surtout un travail d'équipe, j'ai envie de dire, parce que ils ont encore pas. Ils ont encore. Hamilton s'est arrêté au bon moment avec la Virtual Safety Car, Leclerc a eu moins de bol, mais euh, ils se sont pas ratés pendant les changements de pneus. Et moi, j'ai envie de féliciter le travail d'équipe. Bon, après, ils ont eu certes un peu plus de chance avec la safety car, etc. Ils ont pu changer leurs pneus, etc. Mais la voiture a été incroyable. Elle a dépassé les Williams, les Mercedes. Et puis même qu'on a vu même un petit peu égaler les McLaren. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Bah merci à tous les quatre pour cette analyse de la course et fait majeur. Vos réactions? Je tiens à dire peut-être Vas-y, un dis-nous, mot Fabio. sur la qualification quand même des Ferrari. Moi, j'étais à Ah bah oui, Totos, et en fait, donc avec tous les tifosi autour de moi, et en fait, les gens sont partis après la Q2. En fait, les gens ne sont même pas pas resté pour la restés Q3. Ah, pour c'est la fou. Q3. Une grosse partie, en fait, je trouve que j'étais assez surpris, parce que voilà, c'est quand même important, mais en fait, les gens sont tellement fans de Ferrari là-bas à Imola, qu'en fait, bah, tout le monde était choqué, tout le monde était les mains sur la tête. Un silence en fait assez surprenant parce que je l'avais jamais vécu dans le week-end. Il y avait toujours de l'ambiance, du bruit, des gens qui parlaient, et là, plus personne.
un silence total, on entendait juste les pas des gens qui marchaient pour en fait partir. Donc c'est quand même assez impressionnant quand même cette passion, ce truc-là pour Ferrari qui est quand même en Italie, quoi. Et voilà, ça sert à ça d'avoir on peut dire un envoyé spécial sur place pour un Grand Prix. On passe tout de suite au bonus-malus. Et on va commencer avec la radio. La radio qu'on a choisie, c'est celle de Fernando Alonso, qui est assez marrante. Il a déclaré pendant le Grand Prix, ça va être une torture, c'est une épave, parlant de sa voiture, donc c'est pas très sympa. Je suis le pilote le plus malchanceux du monde. On a l'impression un peu de retrouver le Alonso qu'on a connu il y a une dizaine d'années chez McLaren, quand McLaren était dans le ventre mou. Et ces fameux commentaires, on avait notamment eu le GP2 Engine, donc moteur de Formule 2 maintenant, qui avant était le GP2. Il s'était qualifié pourtant 5e, un très très bon résultat, mais il est passé 11e. Stroll encore plus bas, perte de rythme sur n'importe quel type de gomme. Donc on a trouvé un Alonso assez décontenancé. Je sais pas ce que vous en pensez. Difficile de lui donner tort sur l'état de la voiture et de la performance de l'Aston Martin. La radio assez marrante parce que je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient être double champion du monde. Oui, Donc peut-être le plus malchanceux du monde. Bon. tu fais bien de le préciser. Il se fait Sur- concurrence sur la avec cour- Charles Leclerc. Sur la course, c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance, que ce soit avec la Virtual Safety Car, avec la Oui. Safety Car. C'est quand même deux moments qui ont vraiment pas du tout arrangé sa course. Louis, on revient encore sur toi. Ouais. Le meilleur dépassement, tu nous en parles, et c'est Lando Norris. C'est pas souvent qu'on le met meilleur dépassement, mais là c'est à juste titre, et c'est sur George Russell à la chicane Villeneuve. Ouais, c'est ça. Donc c'était pendant le tour 11. Norris faisait déjà pas mal de pression déjà sur Russell depuis quelques tours. Euh, Russell ressort mal du virage précédent de Tamburello et, euh, et Norris tente de le dépasser à l'extérieur plutôt. Avec un dépassement encore jamais vu sur ce circuit. Ils se sont pas touchés, tout était clean, parfait. Et il y a vraiment rien à dire sur ce dépassement. Vraiment très propre. Et puis surtout, Jacques Villeneuve, donc le consultant Canal+ aux côtés de Julien Febvre, a déclaré qu'il n'avait jamais vu un dépassement à l'extérieur dans la chicane Villeneuve. Ça montre aussi, même à l'époque, à son époque, on avait des pilotes fous qui souvent dépassaient. Il y en a eu beaucoup des duels sur la piste, sur le tracé d'Imola. Ça montre aussi un peu la façon dont Norris peut-être essaye d'aborder maintenant ses dépassements, ses attaques pour se montrer un peu plus incisif et montrer l'écrou enfin dans ce championnat du monde. Ouais, ça montre qu'il a confiance en lui. Et j'espère qu'il va un peu plus concurrencer Piastri. Et à ce moment-là, on l'a vu, on le voit encore plus en vrai. C'est qu'en fait, il a obligé Russell à lâcher. Oui, parce que tu l'as bien vu, il me Ça, semble, en moi, direct. j'étais juste en face. Et en fait, on voit que Russell, comparé au tour précédent, lâche vraiment. Mais en fait, il était obligé. Parce que s'il lâchait pas, les deux allaient sûrement aller au contact. Et c'était peut-être un risque de mettre les deux voitures dans les graviers. Donc en fait, il a réussi vraiment à s'imposer, à obliger ça, un peu à la façon de Verstappen. On connaît très bien le néerlandais pour ça. Et c'est bien de le voir un petit peu se booster comme ça, parce que c'est pas fréquent pour Norris. Parce que faire lâcher un pilote qui est à l'intérieur dans un virage, c'est jamais facile. Ça veut dire vraiment qu'à l'extérieur, vous avez vraiment l'avantage. Louis, tu nous as parlé tout à l'heure de Ferrari. On va un peu plus axer sur Lewis Hamilton, qui est notre maestria du dimanche. C'est toi, Fabio, qui nous en parle. Et oui, je vous en parle. Quel Grand Prix de la part. Et tu l'as vécu de l'intérieur, hein, oui. Et je l'ai vécu de l'intérieur de la part du septuple champion du monde. Alors tout n'avait pas commencé au mieux, comme il l'a dit tout à l'heure, 12e en qualification, une grosse déception pour le team, pour lui et pour les tifosi. Donc départ en hard, essayer d'une stratégie décalée, pardon. Une bonne idée pour essayer peut-être de se différencier par rapport aux autres. Et tout de suite, un gros rythme. Alors il perd une position par rapport à Antonelli, mais il reste collé derrière lui. Il essaiera de le dépasser bon nombre de fois, mais ça ne passera malheureusement pas tout de suite. Mais étant encore en piste, il ne s'arrête pas. Comparé à son coéquipier Charles Leclerc, lui parti en médium, il ne se fait lui pas piéger par la VSC comme Charles Leclerc et ressort avec des médiums 9 à la 7e position. Après ça, il a grimpé jusqu'à la 5e position, notamment avec des très très beaux dépassements sur la fin du Grand Prix. Et avec la safety car, donc à la fin du Grand Prix, comment Hamilton a réagi et a terminé son Grand Prix? Et ben alors, il s'est arrêté au dernier moment au niveau de la safety car, au tour 47, pour mettre des pneus hard 9, donc un avantage par rapport aux autres et aussi par rapport à son coéquipier, qui lui n'a pas pu changer de pneu au moment de la safety car. Il repart 7e. Alors, il va doubler Albon dans un dépassement un petit peu tendancieux, avec un presque contact avec Charles Leclerc, Russell et Leclerc pour finir 4e.
mais il reste que 2 tours et demi pour combler un petit peu plus de 3 secondes sur Piastri. Donc il échouera à 1 seconde 4 de l'Australien. Il est quand même fier et il a rendu les tifosi très heureux pendant cette course. Ils l'ont bien applaudi après le dernier tour. Il a quand même dédié cette course d'attaque. Je vois tout au long de la course, il a été très incisif. On l'a vu sur Antonelli, des fois aller à la limite pour essayer de le dépasser. Mais donc on a retrouvé vraiment le Lewis Hamilton qu'on connaissait, à l'attaque, précis, avec une maîtrise des événements, et surtout rapide, quand même, de P12 à P14. Impressionnant, ouais. C'est quand même impressionnant. Ils nous avaient dit qu'ils allaient avoir un gros rythme de course juste après les mauvais résultats en qualif. Mais on s'attendait pas forcément à une aussi belle remontée. Donc, comme il l'a dit, c'était l'une de mes meilleures courses en tant que pilote de Formule 1. Donc, ça fait plaisir de le voir avec le sourire comme ça, surtout après les qualifs du samedi, un petit peu difficile pour tout le monde chez l'équipe italienne. Et un autre pilote qui a fait forte impression, qui aurait pu être notre Maestria, mais bon, Hamilton, c'était quand même très très fort, c'est Alex Albon. Margot, Et oui, dis-nous Alex, tout. il ne nous surprend presque plus. Alexander Albon est le bonus du week-end. Le pilote thaïlandais signe une très belle performance solide et en terminant 5e. En fin de course, il réussit à passer la Ferrari de Charles Leclerc après un beau duel bien serré. Alors, à un moment, il termine même dans le gravier, mais en fin de course, il prendra quand même le devant sur la Ferrari. Il est 8e dans le classement pilote avec 40 points. Sa performance confirme le progrès aussi de la Williams cette saison parce qu'on le rappelle, ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas une performance de tel niveau avec la Williams. Et quand Albon performe, c'est pas du tout le cas d'Aston. Victor, c'est notre malus. Dis-nous tout sur le week-end des Verts. Oui, Aston Martin, en prenant en compte le samedi, ça aurait pu être notre bonus. Une excellente qualification en pneu médium. Alonso se qualifie 5e et Stroll 8e. Les deux monoplaces font le choix de la stratégie à 2 arrêts, mais se font avoir, ils sont undercutés par leurs concurrents. Alonso et Stroll se retrouvent 14 et 15e au moment de la virtual safety car. Donc les deux pilotes sont complètement à voir. Avec les arrêts de leurs concurrents, ils se retrouvent ensuite 8e et 10e, mais avec des pneus bien plus durs et plus usés. Donc toute la course, ils l'ont fait en décalé en fait, sur leurs adversaires. Et ça leur a coûté très très cher. Mais à ce moment-là, ils sont dans les points, donc c'est plutôt un bon début de Grand Prix. Oui, ils sont dans les points, c'est plutôt une bonne opération. Mais au final, ils sont avalés par tous leurs concurrents à cause des pneumatiques. C'est là qu'intervient la radio de Fernando Alonso, tour 43. Après la safety car, ils sont 14 et 15e. Donc finalement, les deux pilotes s'écroulent. Alonso, il arrive à remonter quand même 11e, mais ça ne suffit pas pour inscrire 2 points. Stroll, il reste toute la fin de course 15e. Aucun point pour Aston Martin qui en perd 2 face à Racing Bull sur championnat, grâce à Isaac Alger qui termine 9e. Un week-end à oublier, un de plus, ça commence un peu à faire beaucoup pour Aston Martin. On verra ce qu'il advient par la suite. Merci à tous pour ce bonus-malus. On referme cette page donc, du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Je voudrais juste, avant de terminer cette émission, ouvrir la page du Grand Prix de Monaco. Pour nous, presque le Grand Prix à domicile, hein, puisqu'on est à Nice. Est-ce que vous avez un petit pronostic, pas sur le vainqueur, mais peut-être vous attendez une surprise ou un pilote qui va vraiment performer ce week-end dans les rues de la Principauté? Fabien, on va commencer par toi, allez. Bah, moi, comme l'a dit Leclerc en interview, je vois vraiment pas les Ferrari être performantes ce week-end, mais je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien mettre une petite pièce sur Adjar qui finit aller dans le top 7. Je dirais qu'il fait une bonne qualif et qui après en course régulier, qui garde sa position. Victor, C'est vas-y. exactement celui que je voulais dire. Je pense que c'est un circuit qui lui convient bien. Il est assez pas fou, mais fou dans le bon sens, on va dire. Monaco, c'est un circuit qui va lui convenir. Mais moi, j'aurais peut-être même misé sur une 6-5e place pour Adjar. Je pense qu'il peut faire un très très bon week-end, son meilleur week-end en F1. Puis il a fait des Et, bonnes performances À les Monaco, années en précédentes. F2, notamment les années précédentes, ouais. Ah ouais, c'est vraiment un circuit qui lui plaît, qui est dans son style de pilotage vraiment agressif. Donc je pense qu'il peut faire son meilleur résultat. Louis. Moi aussi, je pensais à Adjar, mais bon, je vais Ah bah, dire. Non, mais c'est. La vérité, je pense que Antonelli m'a surpris en faisant sa pole pour la course sprint précédente. Là, sur un tour, tout peut arriver. Il est incroyablement fort sur un tour en qualif. S'il arrive à être dans les 3 premiers en qualif, il pourra peut-être garder sa place le lendemain. Donc, j'ai envie de voir Antonelli sur le podium à Monaco. Et notre italienne, Margot Antonelli ou Ferrari? Bah, c'était Antonelli, hein, parce que
Après, comme il a dit Charles, hein, c'est non. Pas de Ferrari probablement dans le top 3. Dans le top 5 peut-être si tout va bien, hein, mais après, voilà, on sait qu'elle a des problèmes sur les tours de qualif. Donc Antonelli, oui, il nous a toujours surpris là pendant les qualifs. Donc voilà, on espère une belle qualif pour lui. Après, pour la course, ça va être très différent hein, parce qu'on rappelle, à Monaco cette année, c'est 2 pit stops obligatoires pour tout le monde. Ça va faire un énorme changement, ça va obliger les pilotes à s'arrêter et peut-être créer un peu plus de Spectacle. drama et de spectacle. Aussi, on verra ce qu'il en est de toute façon dans quelques jours. Voilà, c'était l'émission sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, ce débrief. Sachez que notre dernière émission en présentiel, ça sera celle du Grand Prix de Monaco la semaine prochaine. Pause estivale pour nous, on se retrouvera à la rentrée. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on sera actif sur nos réseaux sociaux durant tout l'été et jusqu'en octobre. On fera aussi nos débriefings des Grands Prix chacun de notre côté. Et puis on vous mettra ça de toute façon sur les réseaux sociaux sous forme de réels, notamment sur Instagram. Merci à Samy pour la régie, encore une fois, qui nous accompagne avec les images et qui gère un peu tout ce côté technique de notre émission. Merci à vous quatre autour de la table. On se retrouve pour notre dernière émission en présentiel lundi prochain à 18h pour le Grand Prix de Monaco. Bonne soirée à tous, c'était 100% Paddock.